Merci Vanessa, bonsoir à tous. Moi aussi je suis contente de vous voir en vrai parce qu'on a été très éloignés les uns des autres. Donc on sent que c'est la reprise. Voilà, je viens ce soir effectivement vous donner quelques clés de mon savoir et de mon expérience, mais vraiment en toute humilité. Je vais vous raconter en fait mon histoire, je vais vous raconter qu'est-ce qu'on fait dans ce programme. Et je vais donner la parole à deux merveilleuses femmes qui sont là et qui vont ensuite illustrer le changement de vie, le dépassement des limites, la sortie de la zone de confort. Cynthia et Karine qui termineront cette soirée. Alors, le thème « Comment se réinventer en Israël », évidemment, c'est un thème très vaste. Je suis sûre que vous avez vous-même votre petite idée puisque vous habitez ici. Je suis sûre que vous vous êtes déjà tous réinventés, vous ne m'avez pas attendu, parce que quand on fait l'Alia, en fait, on est obligé de s'adapter. Vous avez dû faire comme moi l'expérience d'essayer de plaquer certaines choses de votre vie de France ici, et souvent ça ne marche pas. Et donc l'Alia en soi est un appel à la réinvention. Alors ce soir, on va parler plus de la carrière et du travail, mais on se réinvente dans sa vie sociale, on se réinvente au niveau culturel, au niveau religieux, même au niveau géographique. J'ai des gens ce soir qui me disaient qu'ils étaient parisiens et là ils ont pris 3 bus pour venir et les transports sont laborieux et c'est compliqué. Et ben voilà, ça fait déjà partie de la réinvention. Alors, je vais vous parler brièvement de moi. Moi je suis arrivée en Israël il y a 6 ans. Je me pose encore la question, il y a plein de raisons souvent à l'Alia, comme vous le savez, il y a des raisons conscientes, on sait pourquoi on vient, il y a des raisons inconscientes, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, mon parcours, il est assez classique en France. J'ai fait ce qu'on appelle une grande école, après des classes préparatoires. J'ai réalisé pas mal des rêves de mes parents, de mes grands-parents. Donc j'ai à moi seule été un peu l'incarnation de ce qui pour eux était la réussite. Voilà, donc j'ai fait des études littéraires, Hippocagne, et puis je suis rentrée par hasard en école de commerce parce que je voulais absolument m'ouvrir toutes les portes. À l'époque, j'étais déjà extrêmement littéraire et je faisais beaucoup de théâtre. Mais j'ai quand même suivi la voie des écoles de commerce, j'ai vécu en Angleterre, en Allemagne, j'ai adoré tout ça, je me suis mise à parler plein de langues parce que pour moi, la langue c'était le moyen d'avoir un contact direct avec n'importe qui. Donc j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand, puis j'ai déjà appris l'hébreu. Et puis déjà à l'époque, j'étais très attirée par, comme je vous l'ai dit, le théâtre, l'humain, le relationnel. J'avais envie d'être un trait d'union entre plein de choses différentes. Mais par hasard, j'ai commencé à faire du marketing, puis du commercial, et puis je me suis rendu compte que ma capacité à comprendre l'autre pouvait m'être très utile dans des fonctions commerciales, puisque quand on est un bon commercial, vous le savez, en fait, il faut être empathique, il faut comprendre le client, et le transformer en son besoin, l'aider à exprimer son besoin. Et puis c'est comme ça que j'ai fait une carrière en vendant. Alors moi c'était dans la beauté, mais ça aurait pu être à peu près dans n'importe quoi. Et voilà, et donc ça me plaisait beaucoup, je parlais plein de langues, je voyageais tout le temps, j'étais dans une forme comme ça d'hyperactivité. Mais pourtant, à chaque fois que je venais en Israël, et qu'on me disait, alors j'essayais de parler un petit peu l'hébreu, et qu'on me disait mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Mais j'avais pas envie de parler de mon métier, j'avais pas envie de dire j'étais commerciale, j'avais pas envie de parler du monde de la beauté. Et j'ai mis énormément de temps à comprendre pourquoi j'avais pas envie d'en parler. Et souvent, quand je venais en Israël, je me sentais complètement appelée par le pays, par la proximité que j'avais avec les gens, cette simplicité, cette spontanéité. Et j'étais assez déprimée quand je rentrais en France. J'écoutais de la musique israélienne pendant des mois et je me demandais qu'est-ce que je fous là ? Et donc voilà, un jour avec mon mari, on a décidé de faire notre Alia. Je disais aujourd'hui à Boris qui est là, j'avais l'impression d'avoir tout à Paris, mais pas l'essentiel. Mais je n'arrivais pas à qualifier qu'est-ce que ça veut dire l'essentiel. Donc je suis venue en Israël, alors c'est pas une Alia très préparée, sauf que je parlais l'hébreu. Et je suis venue sans savoir vraiment ce qui allait se passer. Et j'ai aimé cette idée de perdre le contrôle et d'être dans ce qu'on appelle le lâcher-prise. Alors, j'avais quand même
un coussin d'atterrissage, c'est-à-dire que j'ai continué à travailler pour l'entreprise dans laquelle je travaillais. J'ai fait ce qu'on appelle l'ALIA Boeing. Donc pendant 4 ans, j'ai fait des allers-retours et c'était extrêmement perturbant parce que pendant 3 semaines, j'étais ici, j'étais dans des cercles israéliens, j'étais une mère, j'étais une amie, j'étais en Israël. Et pendant 1 semaine, j'étais à Stockholm, à Francfort, à Bruxelles et j'étais dans une autre vie. Alors voilà, ça c'est fait. Il y a eu une espèce de dissociation pour moi qui s'est créée entre moi ici et moi là-bas. Donc j'avais souvent les pieds ici mais la tête là-bas. Et quand j'étais là-bas, j'avais les pieds là-bas, la tête ici. Et ce qui a été un déclencheur pour moi, c'est que je voulais absolument progresser en hébreu. Et pour moi, l'outil, ça a été le théâtre. Donc j'ai renoué avec mes premiers amours. J'ai fait du théâtre. Alors au début du théâtre improvisation en hébreu, mais surtout j'ai fait du théâtre playback, qui est un théâtre qu'on appelle thérapeutique. Je suis tombée vraiment là-bas par hasard. C'était une incompréhension totale. Je ne savais pas ce que j'allais y trouver. C'est un théâtre où en fait les gens viennent raconter des histoires de leur vie. Et nous, les comédiens, on doit jouer cette histoire. Et le but, c'est en jouant, d'abord de leur montrer leur histoire. Donc déjà, ça a un effet thérapeutique. Et puis, voilà, ça m'a complètement traversée. Et en plus, le cours de théâtre, c'était le dimanche. Donc le dimanche matin, je faisais ce cours de théâtre playback. Et le dimanche après-midi, j'étais dans l'avion pour aller faire mes rendez-vous et vendre des rouges à lèvres. Et c'était difficile. C'est-à-dire que tout le vol, les 4h30 de vol, je n'arrivais pas... Enfin, j'étais en process. J'essayais de synthétiser ces 2 vies. Et puis, j'ai fait un programme de développement personnel, parce que moi aussi, je voulais trouver ma place ici. Et à la fin de ce programme de développement personnel, qui s'appelait Switch, en fait, j'ai dit, mais moi, je veux apporter Switch en Israël. Donc, j'ai effectivement représenté cette école de développement personnel en Israël. Valérie est notre ambassadrice, elle a fait partie de la première promotion de Switch avant le Corona. Et puis patatras, vous connaissez l'histoire, il y a eu le Corona, on ne pouvait plus faire venir des formateurs de France, on ne pouvait plus se réunir en présentiel. Et je ne sais pas, je me suis lancée, je me suis dit, je vais faire mon propre programme qui sera adapté à Israël, qui sera holistique et qui aidera les gens à se poser les bonnes questions. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est né Chaim Rabim. Voilà, donc je vais vous expliquer à peu près ce qu'on fait. Le but du programme, c'est vraiment de vous accompagner dans vos changements de vie. Ça peut être des tout petits changements, des grands changements, des changements professionnels, des changements d'état d'esprit. Mais en tout cas, le maître mot, c'est vraiment de ne pas avoir peur du processus de changement qui se met en route en vous. C'est vraiment de l'embrasser parce que, comme vous le savez, quand on a comme ça cette petite voix qui monte et qu'on sent qu'on doit faire des changements, ce n'est pas un processus qu'on peut arrêter. C'est un processus, parfois, quand on sent que ce n'est pas le bon moment, on a envie de freiner. Mais souvent, c'est un processus qu'il vaut mieux accepter, accompagner et à qui il faut donner de la place. Sinon, il se venge. Voilà. Alors, ce soir, moi je ne connais pas tout le monde. Je vois des têtes connues, mais la plupart ne sont pas connues. Donc, j'imagine, alors vous allez lever la main si vous vous reconnaissez. Nous avons des gens qui sont en Israël depuis plus de 20 ans. Nous avons des Olim Hadashim de moins de 1 an. Okay. Nous avons des gens ce soir qui se posent des questions vraiment sur qu'est-ce qu'ils vont faire prochainement en Israël. Nous avons des gens ce soir qui ont très 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 peur de tout ce qui concerne le changement. Ils ne veulent pas en entendre parler. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise quand ils ne se posent pas de questions parce qu'en fait, ça les rassure. Ok. Et alors, parmi vous, ce soir, j'imagine que certains se reconnaissent dans certaines choses que je viens d'énoncer sur mon parcours. Parmi vous, certains sont déjà dans un processus de changement en fait. Parmi vous, certains ont l'impression que avoir fait l'ALIA, c'est déjà suffisant en fait. On va arrêter les frais sur d'autres changements. Déjà, ils sont en mode survie et ils veulent juste rester en Israël. On est d'accord? Ouais. Ok.
Et puis parmi vous, j'imagine que par rapport évidemment à l'ALIA c'est déjà tellement énorme, c'est un tsunami. Donc ils ont plutôt envie d'être dans quelque chose de cadré et de structurant, plutôt que de rajouter du changement au changement. J'imagine. Voilà. Je connais. Alors, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous savez que tout change quand on vient en Israël. D'abord, on développe des facettes de sa personnalité qui ne sont pas vraiment celles qui étaient développées en France. Donc, on a des nouvelles aspirations, on a des nouvelles priorités, nouveaux pays, nouveaux contextes économiques, il y a des nouveaux secteurs, par exemple la folie avec la high-tech. En France, on n'avait pas du tout ça. Et effectivement, quand on vient en Israël, changer n'est pas forcément un luxe, mais c'est une nécessité. Alors après, ça peut être souhaité, ça peut être subi. Moi, j'espère que c'est plutôt souhaité que subi. Mais en tout cas, vous savez très bien qu'on est quasiment obligé de changer. Et vous savez également que le plus difficile dans l'ALIA, alors on peut dire que la langue d'hébreu c'est dur, que les mentalités ne sont pas les mêmes, qu'on n'a pas nos repères, on n'a pas notre synagogue, on est loin de notre famille, etc. La vie est très chère. Mais il reste quand même que le travail est vraiment la difficulté numéro 1. Alors, on a 40% des Olim, donc des gens qui viennent en Israël, qui sont contraints de changer de domaine. Voilà. Alors moi, le mot que j'aime pas, c'est contraint, parce qu'effectivement, moi, ma vision de l'ALIA, c'est faire en Israël ce qu'on ne s'est pas autorisé de faire en France, c'est-à-dire de faire 2 sauts en 1. Et j'appelle ça l'alignement, c'est-à-dire que quand on est dans un tel processus de changement et qu'on est en train de s'aligner, c'est magnifique de faire qu'on va jusqu'au bout et que le travail suive le reste. Alors après, c'est pas évident, ça se fait pas du jour au lendemain, et surtout, il faut vraiment, c'est un process qu'il faut accompagner et où il faut beaucoup de patience, parce que il faut pas être brutal dans ce genre de changement. Alors, je vais pas non plus vous l'apprendre, mais le marché israélien, il est quand même très particulier. D'abord, c'est un marché de réseau, il faut connaître des gens. C'est pour ça que moi, dans le programme Chaim Rabim, je tiens énormément à la dynamique de groupe, parce qu'on a un groupe, qu'on a des gens qui s'entraident, on a des gens dans tous les domaines qui ouvrent leur carnet d'adresses, voilà, il y a beaucoup de solidarité. C'est un marché qui est, comme le pays en fait, en proie au changement. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un pays où, quelque part, la réinvention dont je parle, elle est permanente. Vous voyez bien, la ville est en train de changer, le pays change. Regardez l'euro, le taux de change entre l'euro et le shekel, c'est du jour au lendemain, c'est assez vertigineux. C'est un marché qui est concentré. Ça nous change beaucoup de la France. C'est un marché qui est tourné vers l'international, parce qu'évidemment le marché israélien est extrêmement limité, ce qui génère pas mal d'opportunités pour nous qui venons de l'Europe. Et c'est un marché qui est ultra dynamique et compétitif. Pourquoi? Parce qu'il y a de la main-d'œuvre de très bonne qualité, il y a des gens du monde entier, des gens qui ont des bons bagages académiques. On a une grosse alia qui vient des États-Unis, c'est des gens qui ont des super background, donc en fait, ça rend les choses assez ambitieuses pour nous. Alors le contexte global, mais ça, c'est pareil, c'est que en gros, on a une nouvelle économie qui est l'économie de la high-tech, et il y a des métiers dans cette nouvelle économie qui n'existaient pas il y a 5-10 ans. Et aujourd'hui, il n'y a même pas encore de formation qui existe pour les métiers de demain, puisqu'on ne sait pas quels seront les métiers de demain. Donc on est quand même dans une grande incertitude. Vous voyez bien les gens qui sont dans le marketing digital, le gros hacking, tous ces métiers-là, ces nouveaux métiers, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'en a jamais entendu parler. Donc ça va très vite, et il faut tout le temps se mettre à la page et tout le temps être dans un processus d'apprentissage continu. Il y a énormément de startups, on en parlera avec Cynthia, qui se font racheter. Donc il y a ce qu'on appelle des exits, et ça aussi, ça génère énormément de mouvements, c'est-à-dire que ça crée de l'emploi, mais il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, il y a des sociétés qui du jour au lendemain passent de